L'abonnement et la cloche sont comme les likes, rien ne les arrête. Et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à lâcher un commentaire. Mon trésor, c'est à l'équipage Killer Bee que je l'ai laissé. Partez vite à la recherche des vidéos de Neil le Soubeyron, si vous n'avez pas peur de l'aventure. Bzz les abeilles, vidéo un peu spéciale pour moi puisque j'ai eu beaucoup de mal à écrire ces lignes. En réalité, cette vidéo est issue de deux autres sujets. L'un d'eux devait parler de Vanderdecken premier du nom et l'autre de l'île Roadstar, la dernière île du Logpost. J'ai décidé de fusionner tout ça, donc je vais commencer par le premier sujet. Vanderdecken premier du nom a quitté la terre ferme pour partir à la recherche de Poséidon et il est mort sans réussir à mettre la main dessus. Selon la légende, un jour de tempête il y a des centaines d'années, Vanderdecken devint soudainement fou et a commencé à tuer ses compagnons d'équipage en les jetant par-dessus bord. Il défia ensuite Dieu lui-même et s'attira sa colère. Comme punition, lui et son navire ont été contraints d'errer dans les mers pour toujours. Cependant, s'il était clair que Vanderdecken était fou, les légendes ont tendance à exagérer et ainsi, plusieurs points sont discutables. Premier point intéressant, le capitaine du Hollandais volant était un pirate humain et il est devenu au fil des générations un bandit homme-poisson, référence à la célèbre série de films Pirates des Caraïbes. Dans la franchise de chez Disney, le Hollandais volant accueille d'anciens pirates humains qui ont juré de guider des âmes à travers un océan où nul ne peut aller à part eux. Au cours de leur peine, ils sont changés en hommes-poissons. Notre homme requin-taureau japonais a une très vieille famille. Si vieille qu'elle est composée de 9 générations de Vanderdecken en tout. Selon l'estimation de durée de vie humaine dans One Piece et même de celle des hommes-poissons en gros, on peut remonter les 8 générations qui précèdent celle-là jusqu'au siècle oublié. Jusqu'au siècle oublié. La guerre que se menaient Joy Boy et Im le place quelque part entre les deux, puisqu'il a entendu parler d'une princesse Poséidon dont on parlera dans un instant. Soit l'information lui vient indirectement d'Im, et dans ce cas il aurait pu lui vouloir du mal, soit c'est une mission directe de Joy Boy et son rôle était de la retrouver, pour la mettre en lieu sûr ou pour la protéger. C'était un pirate, donc on peut supposer qu'il était automatiquement du côté de Joy Boy, mais on peut aussi supposer qu'Im ait eu la même idée que Sakazuki sur Marineford, utiliser le pirate à son avantage. Mais il n'est pas le seul forban de l'époque dont je voulais vous parler. Nous allons discuter plus tard de celui qui a un droit sur tous les trésors des fonds marins. En attendant, revenons à une certaine princesse Poséidon et à une promesse qui nous sera très utile dans cette vidéo. Cette promesse prend forme sous les traits de Noah, qui, d'ailleurs, aurait pu avoir été bâti par Joy Boy, ses hommes, et des hommes-poissons, tritons et sirènes de l'époque. Le nom de Noah est suffisant pour comprendre le but de cette arche, à savoir le nom vient de l'arche de Noé, qui servait du coup à sauver certains hommes, ainsi que toutes les espèces animales, d'un déluge, d'un grand déluge. Et c'est pour ça qu'on va parler du coup du but de l'arche Noah, qui était de placer tous les citoyens du royaume de Ryugu à l'intérieur de cette arche pour qu'ils puissent échapper à la destruction de la prison qui les retient au fond de l'eau, à savoir leur île. La promesse de Joy Boy est la même que celle que Luffy a fait à Shirahoshi, mener la princesse à la surface. Cette lettre d'excuse et les poneglyphes en règle générale prouvent plus ou moins que Joy Boy avait une attitude à peine plus solennelle que celle de Luffy, même si ça avait l'air d'être un joyeux luron comme on le voit dans le secret du One Piece sur Logtell. Les pierres ont cependant été gravées par les Kaozuki, on est donc en droit de se dire que même la lettre ne vient pas directement de Joy Boy. Cette lettre d'ailleurs n'est pas seulement une lettre d'excuse pour moi, c'est aussi une déclaration d'amour. Joy Boy était amoureux de la princesse Poséidon du siècle oublié et voulait un mariage interracial qui leur était probablement impossible à l'époque puisque les hommes-poissons étaient considérés comme des animaux. La princesse mourra avant l'arrivée de Vanderdecken, c'est la seule explication qui fait qu'il ne l'ait jamais trouvée. On dit que la princesse sirène se réincarne une fois par siècle, mais c'est faussé par les propos d'Otohime, qui explique qu'en réalité ça arrive une ou 2 fois par millénaire, ce qui expliquerait la méconnaissance du sujet au sein même de la famille royale. Neptune ne semblait avoir aucune connaissance du sujet avant la prophétie de la jeune Shirley. La sœur d'Arlong n'est certainement pas la seule source de savoir du roi, puisqu'il connaît le nom de Joy Boy. Les archives du palais doivent certainement contenir des indices ou des informations codées. Luffy a été l'être qui a permis à Shirahoshi de maîtriser ses pouvoirs, tout comme, je le pense, Joy Boy l'a fait avec Poséidon. Je vous le disais, Luffy a fait la même promesse à Shirahoshi et il est destiné à détruire l'île des hommes-poissons. Mais il y a autre chose.
Un jour attendu dans le folklore Minx, Pedro a reconnu l'élu en son capitaine au chapeau de paille. Mais nous reviendrons sur ce détail plus tard, je vous avais promis un autre pirate devenu homme poisson, toujours selon ma logique de Pirates des Caraïbes. Davy Jones, le bosco d'un équipage avant très certainement d'en devenir le capitaine. Son lien avec le siècle oublié est loin d'être garanti, mais pour moi, il y a plusieurs indices. Il est appelé le démon du fond des mers, et un démon est une diabolisation satanique du monde biblique de l'Angleterre, à l'époque où les pirates étaient sujets à une inquisition. Ça nommait directement les ennemis de l'État comme ennemis de Dieu lui-même. Le système utilisé, bien évidemment, par les Tenryubito. J'en parle déjà dans ma vidéo sur Oz que je vous mets en fiche et en description. Donc, premièrement, Davy Jones était un ennemi absolu de l'État. Deuxièmement, il était antérieur à la création de son jeu et date donc d'une époque bien plus ancienne que celle de Rox Dig-Zebek. Troisièmement, son nom terrorise encore assez les pirates pour que les plus terribles d'entre eux respectent à la lettre les règles du Davy Back Fight. Même s'il y en a peu, il existe encore un certain nombre de règles, comme par exemple la suppression de pavillons ou encore le respect des tribus qui ne peuvent être récupérées par la violence. Enfin, Davy Jones était Bosco. Alors à mon avis c'est inconscient de la part d'Oda, il l'a pas fait exprès, mais ça vient très certainement de l'île du crâne. Je vous en ai déjà parlé, One Piece est très largement inspiré de deux œuvres, l'Odyssée d'Homère, mais aussi l'un de mes livres préférés, L'île au trésor de Robert Louis Stevenson. Je le mets ex aequo avec Le Petit Prince si vous voulez savoir. L'île du crâne de Stevenson est celle où William Captain Kidd faisait le carénage de son navire, tâche placée sous le commandement d'un Bosco. J'en viens même à me demander avec tout ça si Vanderdecken et Davy Jones n'étaient pas dans deux camps opposés. Pourquoi ? Parce que je me demande si Oji est un descendant de Davy, ce qui pousserait le paradoxe de sa haine anti-humain à son comble et son association avec le descendant de Vanderdecken totalement contre nature. Selon la logique Pirates des Caraïbes, le clan Jones serait un deuxième clan d'humains à être devenu un clan d'hommes-poissons. J'irai même encore plus loin en parlant du Tamatebako, puisque grâce à ce lien, on va en arriver à mon dernier argument. La malédiction de Vanderdecken peut simplement être due à un souci de remonter à la surface. Les dieux peuvent faire référence par exemple à l'utilisation des rois des mers pour lui donner une leçon, mais c'est pas le sujet, on va parler d'un autre truc. Le sujet de ma réflexion, le vrai, c'est que pour Davy Jones aussi il y a eu une histoire de malédiction. Et si les pilules du Tamatebako avaient été le trésor de trop pour lui ? Un piège qui aurait été conçu par un homme-poisson reste possible, d'où sa terrible réputation. Tous les trésors des fonds des mers lui appartiennent. En le liant à l'île des hommes-poissons, on peut imaginer une taxe qu'il imposait à tous ceux qui voulaient passer Redline. Il était tellement avare qu'un jour, quelqu'un lui aurait offert son trésor le plus sacré, des pilules pour doper sa force. Son avidité lui a fait privilégier le trésor à sa nature. Il l'a voulu pour avoir un trésor de plus et certainement de la puissance en plus, et a gobé le contenu avant d'être temporairement devenu très puissant. Cette pleine puissance lui a fait probablement commettre certains crimes, rendant encore plus terrible sa réputation, et puis, à la fin de la journée, les stéroïdes l'ont vieilli. Voilà pourquoi le Tamatebako serait dans la salle du trésor du palais Ryugu. Il a un jour sauvé le royaume. Venons-en maintenant à mon dernier argument sur Oji et Davy. La tête de papy. On le sait, Oda a des têtes de papy très précises. Il suffit de prendre exemple sur les membres de l'équipage vieux en mode échec ou les membres de l'équipage vieux en mode réussite. Oji ressemble à Jafar dans la prison d'Aladin dans le premier. Davy a la même dentition que lui, très différente à l'origine de celle d'Oji qui est pourtant un requin blanc. Mais dans ses vieux jours au Tamatebako, Oji a également 7 dentitions carrées. En plus de ça, leurs prénoms font 4 lettres pour 2 syllabes et se finissent tous les deux par Y. J'utilise cette logique que j'ai piquée au Baron samedi parce que elle m'a été utile pour certaines analyses de One Piece. Fun fact, Davy Jones, le démon des profondeurs, a fini transformé en zombie chez Moria selon le One Piece Green Secret. Pour l'instant, Joy Boy est en lien direct avec Chandora, Poséidon, Zunisha et Im. La promesse qu'il a fait à la princesse sirène et le jour du serment attendu par le peuple des mers rappelle l'élu attendu par les Minx. Le plan de Joy Boy impliquant Noah semble vouloir la réunification des espèces, et petit à petit on voit les liens qu'il a laissés derrière lui. Souvenez-vous de la vidéo des Meito, je vous la mets aussi en fiche et en description, mais c'est d'un tout petit point dont on va avoir besoin, celui de la voix de toute chose. Cette voix émane de tout corps et je vous parlais de l'esprit qui habite chaque Meito et qui influence son porteur. Cette voix émane des poneglyphes mais elle est beaucoup plus puissante. Et ce, à 2 occasions dans le manga. La première, c'est quand les rois des mers discutent entre eux et que Luffy
Roger et Oden les entendent. La seconde, c'est quand Luffy, Roger, Momonosuke et Oden arrivent sur Zo et entendent une voix surpuissante. Ils se sentent d'ailleurs observés, et à chaque fois que c'est le cas, un plan est fait non pas sur Zunisha mais sur la forêt de la baleine. Déjà, pourquoi ces voix sont plus fortes? Elles se renforcent avec la détermination, et donc avec une forme de haki encore inconnue. Mais la détermination, il lui faut du temps et une immense expérience pour se développer au point de celle de Zunisha ou des rois des mers. De par le développement corporel de ces êtres, on sait qu'ils ont un certain âge. Je me demande même si les rois des mers n'étaient pas des bébés à l'époque de Joy Boy, un peu comme les Biju et le Rikudo Sennin dans Naruto. Sans compter leur statut d'être vivant, ce qui fait que les voix sont simplement beaucoup plus puissantes et ainsi perçues par les 4 personnages cités plus haut. Zunisha n'est, pour moi, pas une arme antique à proprement parler, ce n'est que la manifestation de celle-ci, tout comme les rois des mers sont celles de Poséidon. On pourrait le considérer comme un vaisseau de guerre aussi, mais la partie qui me fait douter est l'existence des plans de Pluton. Je vous parlais au début de la chaîne de la possibilité que le Sunny devienne Pluton. D'ailleurs, une récente vidéo d'All Blue Channel évoque une théorie japonaise sur le même thème. Mon avis diffère sur le point de la nature même de cette arme. Pour moi, la véritable nature de Pluton a un rapport avec le plutonium et le projet Manhattan. C'est d'ailleurs pour ça que j'en ai parlé dans la vidéo sur les Tomb Workers sans réévoquer le Sunny. Ce petit constat n'est pas là pour refaire toute une vidéo sur le sujet, donc je vous mettrai en fiche les 4 vidéos à voir. Celle sur Zunisha et son crime, celle sur les Tomb Workers, celle sur Oz et celle sur la voix de toute chose qui est présente dans la vidéo des Meito. Si je fais ce constat en réalité, c'est pour révéler une chose essentielle. Zunisha peut communiquer avec les Kaozuki et, de ce qu'on a vu, avec le Seigneur des Pirates. Les rois des mers évoquent 2 rois, mais la légende Minx évoque également un élu. Là où les hommes poissons nous parlent du jour de la promesse, les Minx nous parlent du nouvel aube sur le monde. Ils attendent un groupe de personnes depuis des siècles, un groupe capable de mettre fin à la nuit. C'est de là que le nom des Nox Pirates vient d'ailleurs. Pedro dit Dinu et Neko que le monde les attend. Eux qui ont navigué aux côtés d'Oden et de Roger. Ne serait-ce que sur la construction scénaristique de ces 2 arcs, Zo et l'île des hommes poissons sont construits sur le même principe. Jinbei a une dette envers Luffy pour s'être occupé d'Arlong. Inuarashi explique à Luffy qu'il a une dette envers lui pour avoir fait fuir Jack en battant Doflamingo. En résumé, une dette est placée au centre de ces 2 arcs, intéressant quand on nous parle de la dette qu'avait Joy Boy envers la princesse Poséidon de son temps. C'est en prenant tout ça en compte que je ferai mes 2 dernières suggestions. Une solution à l'énigme d'Uranus se trouve dans la forêt de la baleine, puisque Roger et Oden se sentent observés par cette dernière, et non pas par Zunisha. Étant donné qu'on a pu voir précédemment sur cette chaîne la signification du chapeau de paille, couronne symbolique de l'ancien royaume et héritage culturel influent, on a aussi pu s'attarder sur la nature de Joy Boy, l'ancien géant. C'est pourquoi je pense que l'arme antique mécanique dont Franky connaît les plans se trouve sur Elbaf, l'originel en tout cas. C'est pour ça que la contre-mesure se trouvait sur les plans. C'est pour pouvoir contrer cette arme-là au cas où elle serait utilisée par un ennemi ou un truc comme ça. Mais bref, Wa possède une grande partie du savoir lié à Uranus si cette arme est en effet en lien avec Zo. Il nous reste donc une grande île encore attendue, Elbaf. 3 îles ont connu un long teasing. L'île des hommes poissons, Wa, est le plus long d'entre eux, Elbaf. Alors, on pourrait penser que je mets vite de côté la proposition de Zunisha en tant que Pluton, mais aucun poste de commandement mécanique ni aucun canon capable de détruire Redline n'ont pour le moment été teasés sur cette île. Après, la possibilité de switch entre Elbaf et Wa reste possible tant qu'aucune révélation n'a été faite à ce sujet. Revenons rapidement à Redline. Pour moi, le canon de Pluton a clairement pour but initial de détruire cette frontière géographique. Or, si on considère que c'est dans sa roche qu'ont été taillés les Rhodes Poneglyphs et qu'on reprend l'appellation du serpent rouge sang et de la légende de l'Ouroboros, je sais ça fait beaucoup, alors le folklore d'Elbaf me semble bien plus adapté à Pluton. J'ajoute également que, pour l'instant, Elbaf est la seule île qui a un folklore entièrement nordique. Et si on revient sur l'idée Kim est le premier Tenryubito à avoir jamais existé, et sur son inspiration issue d'Ymir, alors oui, je sais, ça fait encore beaucoup, alors Elbaf me semble être la pièce manquante du puzzle des armes antiques. En plus, Elbaf à l'envers donne fable, et on sait que les noms en rapport avec des contes ou des histoires, comme Locktel, ou ce qu'on appelle Raftel plutôt, on a plus l'habitude maintenant, mais bon, Locktel, ont une importance capitale dans le manga.
Enfin, puisque tout ça a un rapport avec le siècle oublié et le One Piece, je voulais profiter de cette vidéo pour vous donner mon avis sur Roadstar et sur les deux mystères qui entourent cette île. Roadstar, la route de l'étoile. Son nom vient directement des 4 îles indiquées par les Road Poneglyphs qui doivent être reliés entre eux, formant ainsi une croix. Roadstar est donc le point de départ de cette course au One Piece, la dernière île à relier aux autres pour former la route de l'étoile. Mais ces 4 points, je me demande s'ils ne serviraient pas aussi de seconde indication. Une droite est infinie, donc les 4 traits toucheront bien Redline à un moment. Le 5e étant à mon avis pointé vers Marijoa. Je me demande si Roadstar ne désigne pas par la même occasion le One Piece et les cibles à abattre par Pluton. D'ailleurs pour finir, je vous dirais que l'étoile creusée dans Redline est déjà en partie présente sur Reverse Mountain, donc je vois ça comme une suite logique. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, je reviens très vite avec du contenu. J'écris tous les jours, vraiment tous les jours pour pouvoir vous proposer des vidéos en série à la rentrée, des trucs assez différents de ce qu'on voit d'habitude, mais ça n'a pas l'air d'être gagné. Mais bon, on va essayer quand même. Vous l'avez vu, en ce moment, mon rythme de sortie de vidéo se calque non pas sur le rythme de parution de One Piece, mais sur son rythme de développement. Je préfère marquer encore plus la différence entre mes podcasts et les reviews de cette manière. J'annonce aussi que fin août, après certains tournages clés, sortira sur cette chaîne une vidéo One Piece. Une vidéo One Piece où on m'enlève mes dreads. Oui, vous n'arrivez pas à faire de lien entre One Piece et mes dreads pour l'instant, ça sera mon énigme, mais ça fait partie d'une direction que va prendre la chaîne, celle de parler de One Piece sous des angles tout à fait inédits. Tu sais pas quoi mettre en commentaire, alors dis-moi si tu te souviens du S-Club 7. Allez, bzz les abeilles, et à très vite. Si vous voulez soutenir Barbe Blanche et Luffy, abonnez-vous à Killer Bee, où c'est mon point ardent dans le...